Vanakam, 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 Vanakam les amis, Vanakam la famille. Vous le savez, à chaque fois, je dis Vanakam, c'est du tamoul, c'est une vieille langue, c'est la langue du sud de l'Inde. On en a déjà discuté, mais je tiens à le préciser à chaque fois parce que les gens me disent, mais pourquoi tu dis Vanakam en début? C'est une vieille langue, c'est une des plus vieilles langues. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va aborder des choses qui datent. On va parler de choses antiques, mais à la fois intemporelles parce qu'elles sont encore ici. Le tamoul en fait partie. Vous savez que je suis prof de yoga, je suis d'origine afro-caribéenne, mais aussi tamoul. Donc j'ai fait la jonction dans mon enseignement et avant dans ma manière de faire mes recherches, de faire la jonction entre ces mondes. Et ces mondes ont des fortes corrélations, ils sont très très liés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va avoir la chance exceptionnelle d'avoir un chercheur, quelqu'un qui non seulement a déjà fait un travail énorme personnellement, mais un travail aussi énorme au niveau de la diffusion du savoir. Au niveau de l'Antiquité, on parle de l'Égypte aussi loin qu'on puisse se souvenir. C'est l'Égypte qui nous apporte des écrits. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait un support visuel pour que les gens puissent voir, que la lumière qui passe à travers les yeux puisse arriver à notre cerveau, en tapant la rétine, et ces informations arrivent jusqu'à nous. On a l'habitude de dire que ce que nous voyons aujourd'hui, les étoiles que nous voyons aujourd'hui, certains astrophysiciens nous disent qu'elles n'existent plus là où elles se trouvent, mais que leur lumière arrive à nous aujourd'hui, et elles ont pourtant une réalité bien réelle à nos yeux, puisque nous les voyons, mais pourtant on nous explique que dans cet espace-temps qui se trouve à des années-lumière, cette étoile n'existe plus. Il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui, qui n'existent plus, mais elles sont arrivées à nous jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a des supports écrits, parce qu'il y a eu des supports visuels, parce qu'il y a des gens qui ont eu l'intuition de laisser des écrits par le biais d'une civilisation qui est encore là. Je vais vous présenter, sans plus attendre, ce chercheur, historien. J'ai commencé avec beaucoup de ses écrits à une époque, on parle des années 2000, début années 2000, 2003, 2004, 2005. Je me suis beaucoup abreuvé de ses écrits pour continuer mon cheminement. C'est un cheminement qui est long. Depuis ma tendre enfance, je suis en recherche spirituelle et perpétuelle. Mais j'avoue qu'il a été une des balises qui m'ont à la fois conforté dans certaines intuitions et à la fois avec un support technique, un support historique. Et là-dessus, c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de vous présenter Pierre Nilon. Bonjour. Bonjour à tous. Tout à l'heure là, tu as dit bonjour, je crois, Vanakam en tamoul. Vanakam, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau phonétique, souvent dans la communauté, les gens se disent bonjour en disant Otep. D'accord. Mais la vraie façon de se dire bonjour, c'est Yaounaka. Ah. Donc, Yahou signifie salutation, Na, A, K, 3. Yaounaka. Donc, vous voyez, phonétiquement déjà, ça ressemble à Vanaka. Donc, voilà. Déjà, ça met un petit peu en appétit. Ben, tu vois, c'est pour ça que je suis heureux que tu sois là, parce que tu es une mine de savoir dans la linguistique, dans les vieilles langues, dans la manière de mettre en corrélation un certain savoir. Tu es sans pareil à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je suis vraiment heureux. Et tu vois, là, tu commences dès maintenant à m'expliquer que c'est vraiment lié. Et c'est vrai que ce que j'ai vu dans certains temples dans le sud de l'Inde, on parle souvent du nord de l'Inde. Alors c'est vrai qu'il y a le Taj Mahal, mais le Taj Mahal, c'est quelque chose de particulier et spécifique à l'Iran, en tout cas la population aryenne qui est arrivée en Inde, mais c'est à peu près la seule chose qu'il y a au niveau du nord de l'Inde. Si vous voulez vraiment voir tout ce qui est temple, tout ce qui est art culturel, tout ça c'est dans le sud de l'Inde, ce que souvent les gens ne visitent pas. Maintenant c'est un peu la mode du yoga, donc on y va pour aller dans des ashrams et pour planer un petit peu pendant 15 jours et revenir en tant que prof de yoga. Mais si vraiment on veut s'intéresser, on va dans le sud de l'Inde et en plus, moi, c'est là-bas que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient liés à l'Égypte ancienne. Donc, tu as tout dit. Oui, tout à fait. Moi, l'une des premières personnes, je faisais mes recherches, je m'étais aperçu qu'il y avait quand même des rapprochements entre ce qu'on appelle la civilisation dravidienne qu'on trouve effectivement dans le sud de l'Inde, ce qu'on va appeler la langue tamoule, et l'Égyptien ancien.
Et d'ailleurs, il y a le président Senghor qui avait envoyé un groupe d'étudiants en Inde pour étudier le tamoul. Et ils sont revenus en mettant en parallèle des mots qu'on retrouve en wolof, en sera et en pulaar avec les différents dialectes tamouls. Et donc, on s'apercevait qu'il y avait un vocabulaire commun et qui remontait à l'Antiquité. Et il y a eu un chercheur que je profite pour rendre hommage, un très grand égyptologue antillais de la Martinique qui s'appelle Alain Ancelin. Il a été l'un des premiers à faire ce rapprochement entre l'Égypte et le monde dravidien. Donc, c'est un ami, il est décédé, je crois, ça fait pratiquement 2 ans, 1 an ou 2 ans. Et donc, il a été l'un des premiers avec qui j'échangeais sur le sujet. D'ailleurs aussi, c'est lui qui m'a aussi démontré qu'au niveau de l'égyptien, ce qui permet de retrouver la langue des pharaons, c'est ce qu'on appelle les homophones. Donc, ce qui permet de savoir qui est à l'origine de cette civilisation. C'est-à-dire que vous prenez un mot qui a un squelette consonantique qui renvoie à un autre mot. Et ça, c'est que dans les langues négro-africaines qu'on retrouve ce genre de choses. Par exemple, un exemple, l'œil. L'œil va se prononcer ar. Et quand on va passer en wolof, bon, le A, le E, c'est la même chose, ar, donc on va le retrouver dans Wassar, qui est le nom d'Osiris. Mais en wolof, on va mettre un J ou un Y devant. Et donc, ça va faire le mot yer, qui signifie regarder. Et en hébreu, aïn, c'est l'œil aussi. Donc, on retrouve les mêmes consonances. Bon, oui, tout à fait, puisque les Hébreux ont côtoyé l'Égypte pendant des siècles. Donc, il y a forcément des emprunts de part et d'autre. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'ils ont pris chez nous, mais qu'on n'a rien pris. Et il y a des empreintes, quand il y a contact, il y a forcément influence mutuelle. Est-ce que tu peux nous donner, en tout cas ton cheminement, ce qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent? Oui, mon cheminement, je suis né aux Antilles, précisément en Guadeloupe, et vers une dizaine d'années, je suis arrivé en France. Et donc, je suis issu d'une famille où on parlait souvent de spiritualité, parce que j'ai de la famille dans différents groupes religieux, donc que ce soit catholique, témoin de Jéhovah, évangéliste. Donc, on avait l'habitude de discuter de ça, de discuter de vaudou aussi. Il y en avait qui pratiquaient ce qu'on appelle le quimbois. Et il faut savoir que le quimbois, le mot quimbois, vient d'une langue du Congo-Angola qu'on appelle le kibundu. Et le mot quimbois signifie connaissance. Donc, le quimbois, ça vient pas de ce qu'on va donner l'étymologie populaire où ça signifie tiens, bois, mais du mot qui signifie la connaissance. Donc, c'est celui qui avait la connaissance des plantes, des remèdes, la phytothérapie. Donc, c'est ça qu'on appelle le quimbois. D'accord? En gros, c'est des prêtres animistes. D'accord. Et donc, j'ai été bercé dans tout ça. Et arrivé en France, j'ai fait mes études. Et à un certain moment, je me suis intéressé un peu plus à la religion. Donc, j'ai fait de la théologie, licence de théologie. J'ai fréquenté ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Ceux qui sont de Paris, boulevard Poissonnière, ils me connaissent. Donc, je suis resté dans cette église durant 3 ans. J'ai fréquenté aussi des salles du royaume un peu partout, que ce soit aux Antilles ou ici. Après, j'ai rencontré un égyptologue qu'on appelle Doukaya. Donc, j'ai suivi des cours d'égyptologie avec lui pendant 3 ans. Et après, je me suis perfectionné par mes propres recherches. C'est-à-dire, quand vous apprenez quelque chose, vous avez 2 solutions. Soit vous restez sur votre acquis, ou soit vous vous perfectionnez, vous allez chercher toujours. Et je suis un peu comme l'inspecteur Colombo. Donc, j'aime les petits détails, toujours chercher, fouiner un peu partout. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait de l'égyptologie. Et ça m'a amené aussi, avec des amis, on faisait souvent des réunions le week-end pour discuter, pour refaire le monde, comme on dit. Chacun ramenait ses connaissances. À ce moment-là, on m'a dit, écoute, comme tu as suffisamment de connaissances, pourquoi tu n'écrirais pas quelque chose? Donc, j'ai commencé dans un magazine communautaire qui s'appelait Blo, qu'on vendait à l'époque au marché de Saint-Denis, où j'étais pigiste, donc j'écrivais des pages dedans. C'était dans les années 95, comme ça. J'ai été aussi animateur pendant 1 an sur la radio Média Tropical avec un chanteur qui s'appelle Eric Kozak. Donc, on animait tous les mercredis une émission qui s'appelle Art et Passion, où on a eu l'occasion d'inviter pas mal de chercheurs de la communauté. Et j'ai écrit aussi une chanson, Les 4 vérités, pour Eric Kozak. Et j'ai fait pas mal de choses, quoi.
j'ai mis au point le concept de la camitude dans les années 90, où il fallait revenir à notre véritable identité, parce qu'à l'époque, il y avait des polémiques sur l'identité. Est-ce que nous étions créoles, antillais, etc., africains? Donc, c'est là que j'ai élaboré le concept de la camitude, avec Sekou Manga, on a eu l'occasion de faire, enfin, c'est lui qui a fait une association, un mouvement, les Mooncam, où c'était la première fois où, dans les années 95, il y avait une association où les gens se revendiquaient comme étant des Mooncam, des Kémites. C'était la première fois. Et suite à ça, bon, j'ai écrit Moïse l'Africain en 2001, qui est sorti. J'ai collaboré aussi avec l'Institut Africamat, où je donnais des cours. J'ai eu l'occasion de rencontrer Kémy Séba aussi, dans le cadre du Parti Kémite et de la tribu K. Donc, après, j'ai fait aussi la véritable Bible de Moïse. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le prière et enseignement pharaonique de Nafakouré en 2016. Et bon, j'ai une chaîne YouTube et une page Facebook où je fais passer mes recherches. Donc voilà, sommairement, qui je suis. Et il y a aussi un calendrier, on aura l'occasion d'en parler, où j'ai restitué le calendrier nilotique, c'est-à-dire le plus ancien calendrier que les Noirs utilisaient il y a des millénaires de ça, bien avant le calendrier grégorien ou le calendrier julien. Je suis content de vous avoir. Voilà, il y a deux personnes. Alors, Mylène, elle s'est présentée la semaine dernière. On va dire c'est une guérisseuse, mais ça c'est tellement réducteur de trouver que ce mot-là. T'es à la fois une hôte aussi d'accueil, t'es à la fois ouais, c'est compliqué de te définir. Hein. Je suis une gardienne de la terre. Ah, voilà, elle a trouvé. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire en tout cas de l'étymologie pendant qu'on a Pierre là, faut vraiment profiter, poser des questions parce que on a quelqu'un d'exceptionnel avec nous qui, dès qu'on va prononcer un mot, il peut te donner l'étymologie, d'où ça vient et les ramifications que ça peut avoir avec différentes civilisations. Donc, Setkem, étymologiquement, set, ça renvoie au mot, par exemple, en amharique, qui est une langue parlée en Éthiopie, ça signifie la femme. D'accord? Kem, ça signifie noir. Donc, ça signifie la femme noire. Et Setkem, set en Wolof signifie qui est propre, qui est pur. Donc, la Vierge Noire. C'est une appellation d'Isis. D'accord. Voilà. Aseta. Oui. Qui est aussi renvoie à d'autres mots, Aseta, ou plutôt la forme Asi, qui signifie femme, femelle. Donc, par exemple, en Lingala, ils vont dire Moisi, c'est pour les femmes. Voilà. Et en EV, Asi, c'est femme, c'est femelle. Et c'est ce mot-là qui va donner aussi le mot Isis. Et Asi renvoie aussi au Wolof As, Was, qui signifie la chaise. Vous voyez, la chaise à porteur. Donc le trône, parce que les gens qu'on portait sur une chaise, c'était les rois. Donc c'était leur trône. C'est pour ça d'ailleurs le nom de cette déesse s'écrit avec un trône. Tout aussi bien que le nom d'Osiris. Donc c'est pour vous dire que c'est le roi et la reine. D'accord. Et le roi renvoie au soleil, la reine renvoie à la lune. C'est pour ça que la femme, sa planète, dans la tradition kémite, c'est la lune. Vous voyez, le cycle de la femme, c'est un cycle lunaire. Tout à fait. Ouais. Donc, la nuit appartient à la femme, c'est le domaine de la femme. Le jour appartient à l'homme. Vous voyez, on est complémentaires. La semaine dernière, justement, on parlait avec Mylène de la complémentarité, la non-dualité, l'osmodualité. Est-ce que on va y venir tout à l'heure parce aujourd'hui c'est la lettre K et que justement je suis heureux que tu sois là parce que tu vas pouvoir nous parler de la lettre K. On a évoqué la lettre K avec Alex, tout ça, on a remarqué dans le dictionnaire qu'il y a très peu de noms français en K. C'est très difficile de trouver. La plupart des noms qu'on va trouver dans le dictionnaire K sont ou des anglicismes ou des noms qui viennent de l'étranger. Mais en langue française, le K n'est pas vraiment présent. On a trouvé kyste, kinésie, tout ça, mais c'est très peu présent. Oui, effectivement, la lettre K, c'est plutôt une lettre africaine. Le français, ça va être un C, par exemple, quand on va écrire Congo. Congo, c'est avec un
K à l'origine. Mais en français, on va mettre un C. Vous voyez? Par exemple, Cléopâtre, c'est avec un C, mais en égyptien ancien, quand on va écrire le nom de Cléopâtre, ce sera la lettre K. Vous voyez? Il y a des lettres comme ça. Par exemple, la lettre X n'existe pas en langue pharaonique. Donc, pour écrire le X de taxi, par exemple, ou du nom du roi Artaxerxès, donc on va prendre la lettre K qui sera suivie par la lettre S. Donc, si vous écrivez taxi en langue pharaonique, on va mettre le T, le A, le K, le S et le I. Donc, phonétiquement, ça va faire taxi. D'accord. J'apprends au fur et à mesure que même le latin a des ramifications avec des langues africaines. Oui. Est-ce que ce que tu appelles le français en termes d'étymologie, ça s'applique aussi au latin? C'est-à-dire qu'en latin, on va trouver très peu de noms en K. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, bon, le français, c'est une langue romane, donc qui vient du latin. Et il y a beaucoup de rapprochements entre les langues indo-européennes à travers le grec. Parce qu'il faut bien se dire une chose, le miracle grec, c'est une fois que le pharaon Psamétique, en 663, il va donner l'autorisation aux Européens de venir étudier en Afrique, en Égypte notamment. Donc, ils vont se rendre dans des temples comme surtout Héliopolis, qui était vraiment la crème de l'université en Afrique. Donc, Hérodote nous dit que les savants, les Héliopolitains sont les plus savants de tous les Égyptiens. Donc, il y a des temples à Héliopolis, il y a Memphis, il y a Saïd, il y a Thèbes, il y en a un peu partout. Mais c'est surtout à Héliopolis que tous les grands, les Thalès, les Pythagore, Archimède, tous ils vont étudier. On a même le nom de leur professeur. Donc, vous voyez, il y a Plutarque qui donne le nom de leur professeur. Donc, on les a, que ce soit Sonki, que ce soit Rounefer, on a tous les noms pour chaque étudiant. Et Plutarque explique qu'il y avait des documents où on voyait les noms, hein, c'est pas sorti de son imagination. Et donc, quand ces gens-là, ils vont étudier, par exemple, moi, si je vais étudier en Angleterre, je serai obligé d'apprendre l'anglais. Donc, les sciences qu'on va m'apprendre, ce sera à base d'un vocabulaire anglophone. Si je vais, par exemple, en Chine, les sciences qu'on va m'apprendre, le vocabulaire, il sera chinois. Par exemple, quelqu'un qui fait du karaté, quand il va apprendre yoko-jeri, étymologiquement, un yoko-jeri, c'est coup de pied latéral. Maigeri, c'est coup de pied frontal. Ura-mawashi, jeri, c'est coup de pied retourné. Mawashi, jeri, c'est coup de pied circulaire. Vous voyez? Mais tous ces mots-là, c'est en japonais. Oui. Donc, tous les karatékas le savent, d'accord? Donc, quelqu'un qui va apprendre le yoga, les mots qu'il va apprendre, les postures, ça va être dans la langue du pays. Donc, quand les Grecs sont arrivés en Égypte, ce qu'ils ont appris, la terminologie, le vocabulaire était égyptien, donc africain. Et donc, à travers le grec, il y a beaucoup de mots qu'on va retrouver dans les langues européennes. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, pour dire le tour, en égyptien, on va dire père, qu'on va traduire par maison. Vous voyez, en fin de compte, le mot signifie clôture, enclos, place. Eh bien, en français, vous avez des mots comme périmètre. Périmètre, c'est faire le tour de quelque chose. C'est vrai. Quand on parle du périmètre d'un cercle, d'un carré, d'un triangle, d'un rectangle, c'est le tour. Quand on va parler du périphérique, ce qui fait le tour de Paris, périphérique intérieur ou extérieur, ben c'est encore le tour. Une femme qui va faire le tour du trottoir, une prostituée, on va dire c'est une péripatéticienne. Vous voyez? C'est vrai, même à ce niveau-là. Oui. Donc, ben, le mot, quand on va parler du mot père, c'est un mot qui est africain, qu'on retrouve dans plusieurs langues d'Afrique. En Wolof, père, c'est enclos, c'est clôture. Donc, c'est le fait de faire le tour. En Bambara, en Bamana, par exemple, le P devient R, donc ça va faire le mot ferré qui signifie place publique. Donc, on peut remonter dans plusieurs langues, vous voyez. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, mais justement, alors, quand tu as parlé du périph' parisien, parce que là, finalement, il y a père et par. Est-ce que c'est un rapport à Paris? Parce que. Bon, il y en a qui disent que le nom de Paris viendrait de Périsis, qui signifie maison d'Isis. C'est fort possible. D'accord. C'est fort possible, oui. D'où Père, c'est signifiait surtout les temples. Et on sait qu'il y avait le culte de la Vierge Noire un peu partout en Europe. Donc, Père Isis peut très bien venir de par Rassi, qui signifie la maison, le domaine de Isis, de la femme.
Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, alors la sainte patronne de Paris c'est Sainte Geneviève, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des villes autour de Paris qui s'appellent Villeparisis, Oui, et tout à que fait. avant, et que c'est pour bien resituer, avant que Paris s'appelle Lutèce, c'était d'abord Paris. Donc Oui, on est passé de Paris à Lutèce et après c'est redevenu Paris. Mais Lutèce n'est pas le ouais. plus ancien. Non. Donc les premiers habitants de cette ville qu'on appelle Paris n'étaient pas les gens qu'on pourrait appeler des Lutétiens, mais c'était vraiment Paris. Donc c'est-à-dire que c'est un nom qui est là depuis très longtemps. On Très m'avait dit longtemps. qu'en effet il y avait un temple d'Isis à Paris et qui est vers les Buttes-Chaumont. Même j'ai aucune preuve, mais en tout cas c'est certaines personnes, certains initiés me l'avaient dit apparemment. Mais je connais bien les buts de Chaumont, puisque avant je faisais du sport dans ce coin-là, dans le Mhm. 19e. Ben, donc la rue Crimée, la rue Manin, la rue Botzaris, tout ça, je connais. Bon, je vois pas exactement où se situe ce temple. La personne m'avait dit en gros que c'est là où se trouve la fondation Rothschild aujourd'hui. C'est-à-dire la fondation Ah Rothschild oui, a je mis, vois vers la rue Mathurin-Moreau, oui, il y a la voilà. fondation Rothschild en ophtalmologie là-bas. Et on m'a dit que c'était là, que c'est là que se trouvait le temple à l'époque. C'est Bon, fort c'est pareil. possible. C'est C'est fort pareil. possible. J'ai pas de plus de preuves que ça. Et c'est pour ça que là, on essaye de. Ce qui est bien avec Pierre, voilà, c'est que vous avez vu, on est vraiment dans les écrits, on est dans la science. Moi, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu sois parmi nous parce que tu vas toujours étayer ce que tu avances de faits, de documents. Voilà, c'est quelqu'un, t'es un chercheur, donc tout ce que tu avances. À partir du moment que tu l'avances, c'est parce que tu as vu les documents de tes Oui, yeux, que tu as étudié et que tu as collecté un nombre incroyable d'éléments. oui. Je tiens à rappeler que tu es déjà l'auteur de 3 livres, 3 livres, 3 oui. ouvrages. Parler de Moïse l'Africain que j'ai D'accord. écrit en 2001. Donc, dans Moïse l'Africain, j'essayais de déterminer, de démontrer que si Moïse a existé, par rapport aux documents, il était forcément africain, étant donné qu'il est né en Égypte. D'accord? Et qu'on D'accord. le confondait avec un Égyptien. Donc, c'est qu'au niveau du phénotype, ils étaient noirs tous les deux, en D'accord. partant du postulat qu'il a existé. Et donc, je donnais la possibilité aux gens de 2 thèses pour déterminer qui était Moïse. Soit il y avait la thèse comme quoi rapportée par, comment il s'appelle, Magnéton de Sébennytos, qu'on retrouve dans le Contrapion de Joseph Flavius, que ce serait un prêtre égyptien du nom de Osarsif. Il y avait cette possibilité et il y avait la possibilité aussi que ce soit un prêtre d'Akhenaton. D'accord? Et donc, D'accord. dans la véritable Bible de Moïse, à ce moment-là, je vais trancher en disant qu'en fin de compte, c'est le personnage d'Akhenaton qui aurait servi de base pour fabriquer le personnage de Moïse, en montrant qu'il y a plus d'une trentaine de points de convergence entre les deux personnages. Et donc, dans 2016, dans Prière et enseignement de Nafakuruwe, qui est le vrai nom du pharaon qu'on appelle Akhenaton, je prends les 13 colonnes pour retrouver les mots dans les langues africaines et pour voir exactement ce que dit ce texte qu'on va comparer au psaume 104. D'accord. Ouais, le Donc, psaume c'est 104. plutôt une recherche linguistique sur des mots, comme on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Ce sont les langues. Hein. Pour comprendre l'histoire, il faut comprendre la linguistique et la géographie. Tout à fait. C'est ce que Lorsqu'on disait a Alain Ancelin, puisque Alain Ancelin disait que la linguistique, c'est la boîte noire d'une civilisation. C'est comme un D'accord. avion. Quand l'avion se scratch, ben, dès qu'on retrouve la boîte noire, on peut savoir ce qui s'est passé. Donc, Oui. c'est comme l'ADN. C'est-à-dire que vous faites un test génétique, recherche de paternité ou vos ancêtres, comme beaucoup le font, avec votre ADN, on peut savoir du côté de l'ADN mitochondrial ou Des du mamans. côté du père, l'haplogroupe, on peut faire Ouais. le profil autosomique, savoir exactement qui était votre mère, qui était votre père et de quelle population mondiale vous vous rapprochez le plus. Tout ça avec un coton-tige, avec de la salive. Eh bien, la linguistique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les mots que vous prononcez, on peut connaître votre histoire. En Pardon. français, on va dire pour un chien, on va dire kelb. C'est de l'arabe. Donc, on Yeah. sait quelque part, il y a eu un contact entre le monde arabe et la France. Après, le problème, c'est de déterminer quand. Ouais. C'est ça Ah. le gros travail. Tu parles de mitochondrie. La mitochondrie dans une cellule, c'est la centrale énergétique, hein. Oui, du côté de Et la mer. du C'est côté de le la plus mer. important, oui. Parce que Ah, intéressant. c'est pas pour rien que l'Afrique, c'est le matriarcat. Ça veut dire que dans tout, il y a d'abord la femme.
C'est-à-dire, Je... si nous sommes là, c'est qu'il y a eu une femme qui nous a porté pendant 9 mois dans le liquide amniotique. Tout ce qu'elle consommait, on consomme. Ça veut dire que si une femme, par exemple, elle est droguée, elle est alcoolique, dans le liquide amniotique, son enfant sera contaminé. Par contre, si c'est le père, non. Mais cette notion de liquide amniotique, tout ça, ça a à voir aussi avec notre spiritualité, qu'on va parler du nomo. Pendant qu'on profite que Mylène soit là, qu'est-ce que tu es d'accord avec cet état de fait du matriarcat? C'est le premier passage de l'âme, hein. Faut passer par le ventre de femme. Ben oui. Mais oui. De toute façon, la semaine dernière, Mylène nous disait que on vivait un temps, on était en train de faire on était dans une jonction et on finissait l'époque, on va dire plus masculine. On était dans le pendant masculin qui prenait fin. Donc, et que l'époque ancienne, au niveau que ce soit philosophique ou religieux ou spirituel, avait été féminin. Tu pourrais confirmer ça? Oui, tout à fait. Ça veut dire que quand on parle que Dieu est à l'origine de la vie, c'est parce qu'à un certain moment, il y a des peuples qui sont des peuples nomades qui ont pris la domination et donc qui ont imposé plutôt l'aspect masculin de la divinité. Mais en Afrique et dans les civilisations les plus anciennes, Dieu, la divinité était représentée par une femme. C'est-à-dire que c'est l'aspect féminin. Si vous voulez, c'est un peu comme l'électricité. En électricité, vous avez le pôle plus, la phase et le neutre. Et pour qu'il y ait la circulation, ça va dans un sens. Et bien, dans la spiritualité, le côté féminin l'emporte sur le côté masculin. Donc, si on doit représenter, on doit parler de la divinité, c'est sous forme de femme. Et d'ailleurs, il y a une anthropologue, ou je crois américaine, qui s'appelle Merlin Stone, qui avait fait des recherches et qui s'est aperçu que dans les civilisations les plus anciennes, Dieu était systématiquement représenté sous forme de femme. C'est-à-dire, Dieu, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est d'abstrait. Mais tout ce qui est abstrait, on peut représenter pour faire comprendre. C'est-à-dire que quand vous étudiez, par exemple, au niveau de la physique, on va vous parler des protons, des neutrons, ça va être représenté. Il faut savoir qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Le monde visible, on le voit, mais ce qui est du domaine de l'invisible, pour faire comprendre, il faut représenter. Et donc, pour faire comprendre ce qui est invisible, la divinité, on a représenté ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On va donner une forme humaine. La première forme qu'on a donnée, c'est la forme de la femme. Parce que c'est la femme qui donne la vie, logique. De toute façon. Donc, c'était tout à fait normal. La femme n'est pas sortie de la côte d'un homme, c'est l'inverse. Attention. Là, tu touches un point important. Puisque nos ancêtres, ils étaient dans la science, c'est-à-dire derrière les légendes, il y a des données scientifiques. Oui. C'est-à-dire tous les savants grecs qui ont été en Égypte, ils n'ont pas été prendre des recettes de grand-mère, ils ont été apprendre de la science pure et dure. Oui. Mais derrière cette science, on utilisait des images pour faire comprendre. Vous savez, c'est comme par exemple dans la Bible, quand on raconte une parabole. On va raconter la parabole pour la foule, mais en particulier, on va donner l'explication. D'accord? Nos ancêtres, ils enseignaient en parabole. Donc, quand ils vont enseigner quelque chose, derrière cette parabole, il y a un enseignement scientifique. Et scientifiquement, pendant les 8 premières semaines, nous sommes tous, le fœtus humain se développe comme étant féminin. Et après, quand il y a le chromosome XY, à partir de la 8e semaine, il va s'opérer cette transformation. Donc, biologiquement, nous sommes tous femmes au début. Ah, vous voyez? Ah oui. Ah oui. Mylène, tu confirmes? Tu vois? À chaque fois, je vais ça ressemble beaucoup à ce que tu nous as dit la semaine dernière. La division cellulaire, c'est comme ça, oui. Ouais. Oui. La semaine dernière, alors vous n'êtes pas consulté, mais la semaine dernière, à peu de choses près, tu nous as dit au niveau des polarités, à tous ces niveaux-là, tu nous as dit à peu près la même chose. Ça m'a fait sourire. Ça t'a fait sourire, j'ai vu. Non, mais c'est scientifique, donc on ne peut être que d'accord. C'est ça. C'est ce que je souhaite, et parce qu'à partir du moment qu'on est dans le domaine scientifique, on parle la même langue.
Parce que Oui, c'est un peu ça la langue. C'est comme la musique. On m'a toujours dit il y a deux langues qui sont universelles, la musique et les mathématiques. Parce que oui, tout à fait. finalement, même si on parle pas la même langue, on va arriver à se comprendre. Ce sont des langues communes. Et là, c'est un peu ça. Là, tu nous fais des démonstrations mathématiques. C'est des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas, sauf s'il y a pas quelqu'un comme toi ou Mylène qui ouvre notre troisième œil. Oui, tout En à parlant de fait. troisième œil, je profite que tu sois là, hein, Pierre. Troisième œil, toi aussi, parce qu'on le retrouve en Inde, on le retrouve un peu partout. Aujourd'hui, c'est beaucoup à la mode parce que ça vient plutôt de l'Inde par rapport à la conscience. On est un peu de développement personnel, de la pleine conscience. Ce troisième œil, est-ce que tu trouves des ramifications aussi en Égypte? C'est plus Amérique ou Kemet? Kemet, Kemi, Kémy. oui. Ben, le troisième œil, il y a plusieurs façons de voir. Il y a ce qu'on va appeler l'œil d'Horus. Certains vont dire c'est ça le troisième œil. Mais il faut savoir, l'œil d'Horus, c'est un moment bien particulier en Égypte. C'est quand vous observez le ciel. Normalement, la journée, vous avez le soleil. Et la nuit, c'est la lune qui prend le relais. Mais à certains moments de la journée, vous voyez dans le ciel en même temps le soleil et la lune. Je ne sais pas si vous avez déjà pu Oui, observer que bien vous sûr. voyez en même temps deux astres, le soleil et la lune. Ben, c'est ça que les anciens Égyptiens appelaient l'œil d'Horus. Mhm. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, la nuit appartient à la lune, le jour au soleil. Donc, ça renvoie aux deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Le troisième œil, c'est quand vous êtes capable de comprendre les choses du monde visible et les choses du monde invisible. Vous possédez le troisième œil. C'est Parce que clair. il faut savoir que dans notre cosmogonie, quand les anciens parlaient, ils expliquaient des choses. Par exemple, on aura l'occasion d'en parler. Quand on vous parle de Dieu, des dieux, mais les Mhm. dieux, ce ne sont pas des hommes comme nous. Pour les anciens, les dieux, c'était des planètes. Donc, ils sont dans le monde céleste, mais en même temps, c'est des éléments de la nature. Parce qu'il ne faut pas croire que, par exemple, il y a un frère qui a découpé son frère en petits morceaux. Ah, Je parle d'Osiris et de Seth. Ça, ah, c'est une légende. Derrière ça, il y a un autre enseignement qui est un enseignement qu'on pourrait appeler science et vie de la Terre. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce qu'on va parler de la lettre K. t'as parlé de science et vie de la Terre. Oui, C'est étymologiquement, c'est la signification d'Ayurveda. oui. Hein. Ah ben, Les sciences de la vie. Et de toute façon, on tire cette vie réelle, elle est sur Terre. Et que pareil, en Ayurveda, on considère que le ciel est tout ce qui est à 1 millimètre de nos semelles. Parce que le oui, tout ciel, à c'est fait. pas forcément les étoiles, la voûte céleste. Le ciel, c'est Hum, tout ce qui est en dehors de la Terre. Donc, à partir du moment que nous sommes dans le ciel. Donc c'est pour ça qu'il pouvait oui, tout comparer que à nous fait. soyons pas des demi-dieux, mais en tout cas des entités célestes, puisque Oui, finalement nous ne sommes pas dans la terre, nous sommes vraiment dans le ciel. oui, oui. Parce qu'il faut savoir, comme je vais le démontrer, les anciens, le mot Dieu, dans le sens où on l'entend, c'était pas comme ça que les anciens l'entendaient. Mhm. Ah, Oui, c'est ah, pas du tout comme ça. Parce que vous tu- savez, les mots, souvent, il y a ce qu'on appelle le glissement sémantique. Les mots changent de sens. Par exemple, maintenant, si je parle, je dis créole. ouais, La plupart des gens vont penser à des gens comme nous parce qu'on leur a dit c'est comme ça. Mais le mot créole, à l'origine, désigne le blanc des colonies, tout à fait. comparé pour le mot Afrique. Le mot Afrique, on va parler d'Africain, mais à l'origine, l'Africain, c'est le berbère. Ça n'a rien à voir avec les Noirs. Le créole, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ce qu'on va appeler un glissement sémantique. Les mots vont changer de sens. Et donc, après, c'est la même chose pour le mot Dieu. C'est-à-dire, nous, quand on parle de Dieu, on est dans des visions. On va imaginer des fois un homme, une femme, on va avoir la mythologie grecque, Zeus, Athéna, des choses comme ça. Mais pour les anciens, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire, quand les Égyptiens parlaient de Dieu, ils parlaient des éléments de la nature et ils parlaient de certaines planètes. Voilà. Je vous ai dit, Pierre est une mine de connaissances. Je découvre des choses des fois qui sont juste devant nous. Et quand tu as parlé du troisième œil qui permet de voir le visible et l'invisible, et que c'est le moment bien précis, l'œil de Russe, où quand on voit les deux astres, voilà, ça, tu vois, je viens de l'apprendre. Donc déjà, je t'en remercie. Mais vous avez vu que quand il enseigne de manière complète. C'est-à-dire que il utilise un mot, il va même vous donner la déclinaison et comment on peut le retrouver sous forme dans des langues africaines
Alors, si on peut pas dire africaine, parce que finalement, ça correspond uniquement qu'à une tribu qui se trouve en Afrique, qui sont les Berbères, Oui. comment on peut appeler l'Afrique? Ou comment Ben, on peut se définir? les anciens appelaient le mot Ta-Nkam, Tanakam, qui signifie la terre des Noirs. Donc, D'accord. c'est le mot Kam qui va désigner l'Afrique en général. Ça va désigner plus particulièrement l'Égypte, mais dans un sens large, ça désigne toute l'Afrique. C'est un peu comme le mot Amérique. Quand on parle Ouais, d'Amérique, le président américain, par exemple Joe Biden, là, on parle des États-Unis d'Amérique, les 50 États. oui. Mais quand on va parler du continent Amérique, on va parler de l'Amérique du Nord jusqu'en Amérique du Sud, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, le Mexique, Brésil, le Pérou, tout ça, c'est l'Amérique. Même Oui, nous, aux Antilles, c'est l'Amérique. c'est l'Amérique centrale. Centrale. D'accord? Donc, on voit que le mot Amérique peut désigner un pays en particulier, mais tout le continent. Ben, le mot Cam désignait l'Égypte en particulier, mais tout le continent aussi. De Oui, Cham, Cam. oui, mais c'est normal puisque les Hébreux, ils ont vécu en Égypte. Ils ont côtoyé les Égyptiens, donc ils savaient très bien comment les Égyptiens s'appelaient, se nommaient eux-mêmes et comment ils désignaient leur continent. Le mot Kam, Kama, signifie charbon. Le M va devenir L, donc ça va faire le mot Kala. D'où le fait qu'en Inde, par exemple, Kala, c'est le noir. Kali, c'est noir au féminin. Kali la Noire. Oui, Ouais. oui, la noire. C'est le même mot. Voilà. Qui est le pendant de Shiva et Shiva aussi. Là, au fur et à mesure de mes avancées là-dedans aussi, je me rends compte que Shiva est très, très corrélé avec Ozar. Mais Mylène veut nous dire quelque chose. Oui. Oui, alors, justement, Pierre pourra me donner des précisions. Je sais que Kali, justement, Kali, la Noire et Shiva, ce sont les deux qui sont déjà représentés bleus dans beaucoup de représentations parce qu'on dit qu'ils sont tellement noirs qu'ils sont bleus. D'ailleurs, on a gardé ça chez nous comme expression. Oui, oui. Kali, en faisant mes recherches, je sais que Kali vient de Mama Dombe Kali et c'est une divinité africaine à la base. On trouve ça dans le Bouka Congo. Oui, oui. J'ai posé quelques questions sur ça à quelqu'un à l'époque. Et le monsieur m'a dit, comment je fais pour savoir ça? Je lui ai dit, mais je sais pas ce qu'elle est avec moi. Il n'a pas voulu me donner plus de précisions que ça. Donc, j'aimerais bien, si Pierre peut nous éclairer plus. Oui, oui, mais effectivement, par exemple, dans les langues qu'on dit de bantou, le mot kala ou kali signifie charbon. C'est-à-dire qu'on va dire makala, dikala, c'est le charbon, ce qui est noir. Et ndombe, ça désigne l'homme noir. Donc, Mama Dombe Kali, ça signifie la femme noire. Donc, c'est une divinité pour certains qui vient d'Afrique. Donc, c'est tout à fait logique. Shiva, alors dans le sud de l'Inde, le Kerala, il y a des gens qui sont bleu marine. Ils ont les cheveux dravidiens, mais ils sont plus noirs que beaucoup de gens qui se disent noirs. Mais d'ailleurs, les Touaregs, on les appelle les hommes bleus et les vrais Touaregs sont noirs charbon. Noir charbon, tout à fait. Tout à fait. J'en connais quelques-uns au Sénégal. Il y a deux sortes de Touaregs. Il y a ceux qui sont un peu plus clairs, qui font plus berbères, mais il y en a. Mais ceux que j'ai connus, les pasteurs avec des bêtes, ils étaient vraiment. Oui. Ils me faisaient plus penser à des Maasai d'ailleurs qu'à beaucoup de peuples que j'ai rencontrés. Quoi. Ça me faisait beaucoup penser à des Maasai. Oui, parce que certains Touaregs ont été mélangés avec des berbères. Et donc, c'est bien que, par exemple, on va dire 25%, ils sont clairs, mais les 75 autres % sont très, très noirs. Parce que de toute façon, il faut être très noir pour supporter cette chaleur. Vous les retrouvez au Mali, au Niger, etc. Ils se voilent en noir d'ailleurs. Ceux qui sont pas clairs d'ailleurs, enfin ceux qui sont clairs, pardon, mettent un voile noir pour se protéger. C'est pour ça qu'on n'a jamais compris pourquoi dans le désert, les gens, il faut mettre un voile noir. Comme dans le désert, on met un voile noir et on boit du thé très sucré, parce que c'est un effet refroidissant. Ça, on retrouve ça aussi dans les tests de l'Ayurveda. Le sucre et la chaleur refroidissent, et le thé refroidissant. C'est pour ça que quand vous allez dans le désert en Afrique, que ça soit plus la Tunisie ou autre, ou au Sénégal, on va vous offrir un thé chaud, très sucré, ça va vous refroidir. Et on va vous dire de mettre un habit noir sur vous pour vous protéger du soleil. Alors que pour nous, le noir attire le soleil, c'est curieux.
Oui, parce que moi j'ai été en Algérie à plusieurs reprises et arrivé, c'est vrai, pour vous rafraîchir, on va vous donner un thé très sucré, très chaud. Très chaud. Et Alors ça que refroidit. quand moi la première fois, je me suis dit aux Antilles, quand il fait très chaud, on a tendance à prendre quelque chose de Placé. glacé pour rafraîchir. Eux, ils font l'inverse. C'est l'inverse. En Ouais. Afrique, c'est ça. Et en Inde aussi, c'est pareil. En France, c'est la mode, par exemple, dans les pays froids, de boire du thé, mais c'est une erreur. C'est pour ça que Ouais. les pays où il fait froid, on boit du café. C'est plutôt le Ouais. café. Le café a un effet réchauffant. Le thé a un effet refroidissant. C'est pour ça que boire du thé, par exemple, en hiver en France, vous verrez que vous allez vous refroidir. Même s'il est chaud, c'est pas une question de température, c'est une question de caractère des aliments. Mais je digresse. Mais pour dire qu'il y a beaucoup de corrélations et il y a beaucoup de choses qui se ressemblent au niveau de tradition, qu'on soit dans le sud de l'Inde ou que ce soit en Afrique. Aujourd'hui, c'est la lettre K. Oui. J'ai commencé, alors Pierre vous a raconté, il a dû vous raconter, mais tout à l'heure je lui ai bien fait comprendre que on fait partie des personnes qui ont bien connu quelqu'un qui s'appelle Kémy Séba et qui au début c'était la tribu K. La tribu K, ça voulait dire Le Kémite parti Atonien. Kémite d'abord. Le parti Kémite, tout à fait, tribu K et Kémite Atonien, parce que à l'époque, je pense que c'était toi qui, d'ailleurs, qui mettait vraiment la lumière à le pharaon dont tu as parlé tout à l'heure, Akhenaton, qui a un autre nom en terminologie africaine. Mais et donc le K a une valeur bien précise. Chez nous, en Guadeloupe, encore plus parce que le tambour a ce nom-là particulier. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tu vas nous expliquer. La première image. Alors, on va voir les différentes façons que les Égyptiens notaient la lettre K. Donc, on peut voir, il y a par exemple comme une tasse. Donc, ça, c'est la lettre K. Il faut savoir que la valeur alphabétique est basée sur un principe qu'on appelle l'acrophonie. C'est-à-dire l'objet qui est représenté, la première lettre de cet objet, c'est sa valeur alphabétique. Un peu comme je dis, A comme avion, B comme bateau. D'accord? Et donc, eux, quand ils vont dessiner cette tasse, donc le nom en égyptien va donner la lettre K, la valeur. Après, vous avez ce qu'on va appeler le placenta. D'autres vont dire que c'est un tamis. Donc, ça aussi, c'est une façon de noter la lettre K. Ici, vous avez ce que certains vont appeler aussi un vagin de vache. Donc, le mot se dit koto, kutu, qui signifie vagin dans plusieurs langues. D'accord? Et donc, ça va être la lettre K. Vous avez aussi une mèche ici. Donc, dans certains livres, ils vont mettre la lettre H, mais en fin de compte, c'est la lettre K. Ici, on a comme une pente, vous voyez? Donc, certains vont dire, ce qu'il faut retenir, c'est l'angle. Et donc, ça va donner la lettre K, puisqu'il y a le mot Kaou qui signifie aussi hauteur. Ici, vous avez la végétation, représentée par un papyrus. Donc, la végétation, c'est le mot Kaou qui va donner la lettre K. Ici, on a comme une défense d'éléphant, ça va donner aussi la lettre K. Et ici, vous avez les bras notés levés qui va donner la lettre K. Donc, c'est de ce dernier qu'on va parler tout à l'heure. Et donc, dans les langues coptes, c'est noté de cette façon. Vous voyez? Pour ceux qui font en dialecte boaïrique. Donc, on va noter la lettre K de cette façon. En acmimique, on va noter de cette façon. Et en saïdique et d'autres dialectes, comme par exemple le fayoumig, le mésokémite, donc ça sera noté de cette façon. Quand tu parles des langues coptes, pardon, et par exemple le boraïque, ça correspond à quelle région là, sur le continent africain? Le boraïque, c'est le sud de l'Égypte, et le saïdique, c'est le nord. D'accord. Et en gros, on va dire, c'est la région de Thèbes, c'est la région de Memphis. L'Acmique, ça va être plus proche du Thébain. D'accord. Donc, il faut savoir qu'en Égypte, c'est divisé en plusieurs nonnes.
c'est-à-dire en plusieurs provinces. Et donc, il va y avoir des variantes dialectales. C'est un peu comme, par exemple, la langue parlée en Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe, par exemple, on va dire Kaoufé. En Martinique, on va dire Saoufé. Le K va devenir S. Déjà, ce phénomène du K qui devient S, on va le retrouver aussi en égyptien. D'accord. Donc, c'est pas nouveau. Et après, il y a aussi le fait que le R final va tomber. Par exemple, un mot comme le mot nafor, nafa, ça va donner nafa, nafi. Le R final va tomber. Donc, quand on dit que les Antillais avalent le R, au lieu de dire partir, on va dire pati. Donc, ça, c'est un phénomène qui existait déjà en égyptien ancien et en copte. D'accord. C'est quelque chose qu'on va au XIVe siècle dans les tablettes d'Armana, on le trouve déjà. Et ça va persister en copte. Et donc, nos ancêtres, ils vont faire que perpétuer une coutume très ancienne. Voyez? Donc, on a vu qu'il y a plusieurs façons de dessiner la lettre K en égyptien. C'est parce que là, on a pris la lettre K, mais on aurait pu faire la même chose avec la lettre N, qu'on peut représenter par un filet d'eau ou par une couronne, par exemple. Ou la lettre M, qu'on peut représenter par l'hibou, la chouette, ou qu'on peut représenter aussi par une côte ou même par les 3 filets d'eau. Parce que l'Égyptien écrivait dans ce qu'on appelle un cadra. Il faisait déjà la calligraphie. Et donc, en fonction de l'espace qu'il avait, il utilisait telle ou telle façon de représenter telle lettre. Donc, il fallait qu'il ait une palette de représentation à sa disposition pour dire, bah, écoute, là, il ne me reste pas beaucoup de place. Telle lettre, je vais la représenter de telle façon. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a plusieurs représentations. Okay. Et donc, le mot « K » signifie ce qui est haut, ce qui est debout, qui est élevé. D'accord? Et donc, vous voyez, on a un homme qui est debout et qui a les bras levés. D'accord? On voit bien? Tout à fait, oui. Et donc, on a le mot « K » qui signifie haut, hauteur, lever, être debout, par exemple. Donc ça, on l'a en égyptien, on l'a en copte aussi, K, qui signifie haut, hauteur, élevé. En langue banda, qui est une langue qui est parlée, je crois, en République centrafricaine aussi, un petit peu au Soudan. On a le mot K qui signifie debout, être debout. On a K aussi qui signifie debout, être debout en Igbo, qui est une langue qui est parlée au Nigeria. En Wolof, on a la variante Kaou qui signifie hauteur, ou tout ce qui est haut. Donc, vous voyez, par exemple, dans l'hymne d'Akan, dont j'ai parlé, voilà, à la colonne numéro 2, on a une phrase qui se dit « Kahat or tiba tanibi ». Donc, mot à mot, ça signifie « lever à nouveau sur le toit de chaque pays ». Donc, le problème qui se pose, c'est que comme les mots ont plusieurs sens, donc il y a toujours plusieurs façons de traduire. Mais techniquement, ça signifie la même chose. En parlant du soleil, on dit qu'il est à nouveau, parce que tous les jours, il se lève à nouveau, hein, au-dessus de chaque pays. Donc, le mot « K » qui signifie debout, lever, être en haut, vous voyez, on retrouve. Le « At » qui signifie à nouveau, aussi bien en égyptien qu'en wolof. Le « O » qui signifie au-dessus, mais qui signifie aussi tête, parce que la tête est au-dessus. Tiba Tanibi, qui signifie le toit. Tiba, c'est le toit, le sommet. Ta, c'est la terre, c'est le pays. Comme nous, on va dire Te pour la terre. Ben, en Soninke, ils vont dire Te, ça signifie un champ. Un champ, c'est la terre, hein. Bah oui. Vous avez un champ, vous avez de la terre. Cultiver la terre, cultiver le champ. Oui, Nibi qui signifie chaque, tout. Donc, en gros, ça explique que le soleil se lève à nouveau au-dessus de chaque pays. Vous voyez? Donc, il y a cette façon de représenter le mot « K ». Ensuite, on va passer à l'autre représentation. Est-ce que la difficulté au niveau de la linguistique, c'est du fait uniquement de la langue française? Parce qu'on sait que la langue française est très riche là-dessus, mais un peu difficile, puisque des fois, un même mot peut vouloir dire la même chose, ou cette translittération ou transcription en langue autre est plus facile, par exemple en anglais? Oui, peut-être des fois, il y a des mots qu'on traduit, par exemple, si on traduit de l'égyptien à l'anglais, ça va être peut-être plus facile pour certains mots que si on traduit, par exemple, de l'égyptien au français. Ouais.
Parce que le français, c'est vrai, est une langue riche, et là-dessus, c'est pour ça que c'est une langue assez intéressante au niveau littérature, c'est que plusieurs mots, un seul mot peut vouloir dire la même chose, ou plusieurs mots peuvent dire la même chose. Un seul mot peut avoir plusieurs sens, quoi. Ouais, un peu comme au Japon. Ouais, c'est pour ça que la transcription est intéressante, c'est bien de le noter, parce que tu dis que c'est... Est-ce que cette chose-là, ça se fait parce qu'on est francophone, ou est-ce que les anglophones n'ont pas ces difficultés au niveau de... Mais ils n'ont pas forcément ces difficultés. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit que traduire, c'est trahir un peu. Parce que par rapport à la linguistique, on dit quand elle est belle, elle n'est pas fidèle, et quand elle est fidèle, elle n'est pas belle. On peut dire ça aussi par rapport à une femme. Quand elle est belle, elle n'est pas fidèle, et quand elle est fidèle, elle n'est pas belle. Mais ça veut dire que si vous faites de traduction... Attention, là, il y a Mylène avec... Non, c'est de l'humour parce qu'il faut détendre un petit peu l'atmosphère. Si vous faites une traduction de mot à mot, la traduction n'est pas belle. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis Tanibi, ça signifie pays chaque. Ouais. Mais si je le traduis mot à mot, ce ne sera pas correct en français. Ouais. Donc, on est obligé de dire chaque pays. Donc, on va faire une traduction qui soit belle, mais par contre, qui ne sera pas fidèle à l'esprit des anciens Égyptiens. Vous voyez ? Par exemple, quand on va dire en français, on va dire le grand noir. On va dire grand et ensuite noir. Mais en égyptien, on va dire l'inverse. On va dire kemro, noir grand. Ouais. Mais par contre, en français, noir grand, c'est pas correct. Ouais. Donc, elle n'est pas belle, cette traduction. Maintenant, si je dis grand noir, la traduction est belle, mais elle n'est pas fidèle à l'esprit. Vous voyez, c'est comme par exemple en égyptien, quand on parle du possessif, le possessif est placé après l'objet. Comme nous aux Antilles, quand je dis papa moins, maman moins. Donc, mot à mot, c'est maman à moi. Ou, vous voyez? Timoun en moins, ish moins. Donc, c'est toujours placé. Par contre, en français, on va dire mon enfant, my children, en anglais. Donc, là, bon, on a le choix entre la traduction mot à mot ou une traduction qui est belle pour que les gens puissent comprendre. Et après, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Par exemple, le mot « ka » peut signifier ce qui est haut, ce qui est élevé, ce qui est debout. Donc après, chaque traducteur va choisir comment il veut traduire. Et un même traducteur, par exemple, des fois, va hésiter. C'est ça qui va donner plusieurs versions de la Bible, justement. Quand vous allez prendre la Bible, il y a des mots en hébreu. Par exemple, Chouraki va traduire de telle façon, Crampon va traduire d'une autre façon, Louis II va traduire d'une autre façon, et Louis II, même des années après, va traduire d'une autre façon. Donc, on va parler de version révisée. Tout à fait. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc là, maintenant, on a le mot « Ka » qui signifie énergie vitale, la force agissante. Vous voyez? On voit quelqu'un, une représentation avec les bras levés. Vous voyez? Au-dessus de la tête. Donc, qui est déjà en hauteur, hein, qui est élevé. Le mot signifie énergie vitale, force agissante. Donc, en copte, comme je vous ai dit, il y a plusieurs dialectes. Il y en a qui vont dire « Ka », d'autres vont dire « Ki ». Donc, ça signifie énergie, puissance. Donc, on retrouve par exemple la variante Ka qui signifie force, pouvoir en Soto, qui est une langue bantoue qui est parlée en Afrique du Sud. Il y a le mot Ka qui signifie faire agir, être, exister en Bambara, Bambana. Il y a le mot Ka qui, chez nous, par exemple, c'est la force agissante. Dans les préfixes verbales du présent qui signifie être en train de faire quelque chose. Par exemple, si je dis moins qu'à manger, en qu'à manger, en qu'à pâti, en qu'à vini, ça veut dire je suis dans l'action. Je suis en train de faire la chose. Je suis en train de le faire. Ouais, donc, c'est la force agissante. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça aussi que, par exemple, le tambour, on dit c'est l'âme de la Guadeloupe, le Ka. Ça veut dire que quand il y a un truc qu'on va manifester, on va prendre le tambour parce qu'on est dans l'action, c'est la force agissante. Bon, il y a la variante Ki, par exemple, en langue fan, qui est une langue qui est parlée, une langue bantoue au Cameroun, au Gabon, au Congo aussi, équatorial, Guinée équatoriale. Ça signifie puissance, la force. Il y a la variante Ki, qui en Kikongo signifie la force, la puissance, le pouvoir. Donc, quand on va parler, c'est par exemple au niveau du pouvoir politique, pouvoir scientifique. Donc, on va parler de Ki. Et on a aussi le mot Ki, que des fois on va orthographer QI, qui signifie l'esprit, le principe universel animant toute chose. On va retrouver ça en Asie, en Chine, au Japon.
Tout à fait. D'accord? Les gens qui font du karaté, ils vont développer leur ki, quoi. C'est-à-dire pour casser des briques, ben c'est cette énergie que vous allez développer. Le Qigong. Parfait. Oui. Et donc, cette énergie vitale, on retrouve ça dans l'hymne d'Aton, le grand hymne, la colonne 5. Par exemple, on va dire Dek Sen Moyau Nakaka. Donc, Dek signifie les ailes. On retrouve ça aussi en Wolof, où ça signifie aile, articulation. D'accord? Ça va signifier aussi même pied des fois. D'accord? Sen signifie ce qui est à eux, quoi. Mo signifie dans, en. Yahoo, qu'on a parlé tout à l'heure, Yahoo Naka. Donc, signifie salutation. Là, le na, ici, signifie avec. Là, le premier ka va signifier énergie, force, vitale. Et le ka qui suit signifie 3. Donc, mot à mot, si je traduis, ben, ça signifie LE dans salutation avec énergie 3. Tu vois? Donc, on va traduire en français correct. Leurs ailes sont en salutation avec ton énergie vitale ou ta force agissante. Donc là, ça fait allusion aux oiseaux. Parce que dans les chapitres précédents, ben, le pharaon, il parle des animaux, que toute la création est en salutation quand le soleil se lève. Et il fait allusion aux oiseaux qu'avec leurs ailes, comme ça, quand ils battent les ailes, donc c'est une façon de saluer Dieu. C'est-à-dire le soleil se lève et les animaux vont s'envoler. Et donc, avec le mouvement des ailes, c'est comme s'ils saluent. Ils sont en salutation par rapport à la divinité. Et là, il va dire, c'est avec la force agissante de Dieu, cette force qui va les animer, quoi. Le ka ou le ki, on va retrouver ça. Tout à fait. Et en plus, les oiseaux, maintenant qu'on sait qu'ils voient les champs magnétiques terriens, et c'est comme ça qu'ils arrivent à se mouvoir et même à se diriger. Le système de GPS a tout simplement copié ce mode de fonctionnement au niveau des oiseaux. Ouais. Donc ça prend tout son sens, parce que en effet, ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Et en effet, tout le monde connaît, pour les gens les noctambules, en tout cas parisiens, savent qu'à partir d'une certaine heure, on entend les oiseaux et on sait que le jour va se lever. C'est-à-dire qu'avant que le jour se lève, ils commencent déjà à chanter. Oui, oui. C'est un peu comme, par exemple, les chauves-souris vont se diriger avec des ultrasons. Ouais. C'est exactement la même chose, oui. Oui, c'est vrai. Ils se servent des forces autres. Oui. Je vous ai dit que les anciens Égyptiens étaient dans la science. Donc, derrière les paraboles, il y a des données scientifiques. Ici, vous avez le K, qui est la force agissante, c'est le Big Bang. C'est-à-dire, quand vous allez dans la cosmogonie d'Héliopolis, vous voyez, ce qu'on va appeler l'Énéade. C'est-à-dire, vous voyez, c'est marqué Néade, qui signifie 9, d'accord? Et vous avez un élément liquide, c'est ce qu'on va appeler le Noun pour les égyptologues occidentaux. Mais le mot, je l'avais expliqué dans une vidéo, se prononce Nomo, qu'on retrouve chez les Dogons du Mali. Et ça, vous voyez, c'est l'océan primordial. C'est-à-dire qu'on dit l'eau, c'est la vie. On est dans le liquide amniotique, hein, c'est-à-dire dans le ventre, quand la femme perd les os, c'est qu'elle va donner la vie. De toute façon. De toute façon. Donc, c'est tout ce que vous voyez ici. L'eau en question, c'est ce qu'on va appeler le nomo. Et chez les Dogons, ils vont dire que Ama, qui est le nom qu'ils donnent à Dieu, qui correspond à Amon, que Ama était dans le nomo. Et le nomo était Ama. Ama. Qui veut dire maman, chez les Tamouls. Ah non, Ama, c'est l'eau. Ça vient de Amon aussi. En nubien, il y a le mot Aman qui signifie l'eau et plus particulièrement le Nil. C'est comme ça que les Nubiens l'appelaient. D'accord. Et dans la cosmogonie, par exemple, d'Héliopolis, donc on va appeler le créateur, ce qu'on appelle le démiurge, Atum, en fin de compte, ça se prononce Tum, qui signifie façonner. On retrouve ça, par exemple, en langue poulard. Et dans certaines versions aussi, on va l'appeler Ra ou Keper. Donc, c'est les différentes phases du soleil. C'est-à-dire le soleil le matin, le soir et à midi. D'accord. Donc, quand on va parler de Amon-Ra, donc Amon ou Ra, c'est exactement la même chose. En Égypte, il y avait plusieurs régions, il y avait plusieurs ethnies, comme dans tous les pays d'Afrique, et chaque ethnie
avait sa façon d'appeler le Démiurge, le Dieu créateur. Et donc, après, qu'est-ce qu'on va nous dire? Atum va créer Shu et Tefnu. Vous voyez? C'est représenté, par exemple, sous la représentation, comme ça n'a pas été fait par moi, donc ils vont représenter Shu, Tefnu. Mais en fin de compte, il y a d'abord Tefnu. Tefnu, c'est l'humidité. C'est la femme. Vous voyez? Après, on a Shu, c'est le vent, le souffle. Vous voyez? D'accord. Donc, on a déjà deux éléments. On a Nut, on va dire c'est le ciel, mais en fin de compte, ça se prononce Nit, qui signifie éclairage, lumière. En Wolof, par exemple. On pourrait dire le feu ou pas du tout? Le feu, oui. L'éclairage, c'est quand on fait du feu, on fait une torche. Mm-hmm. Et on a Geb. Geb, c'est la terre. La terre. On retrouve les 5 éléments tamoul aussi. Hein. Oui, donc là, ce ne sont pas des dieux dans le sens où on l'entend, malgré les représentations, c'est les 4 éléments. Vous voyez, il faut les 4 éléments pour donner le 5e élément qui est la vie. Mm-hmm. Mais tous ces éléments procèdent de la divinité. Et là, pour revenir au cas, on va dire dans le Nun, l'océan, il y avait tous les éléments étaient contenus. Et il va se passer quelque chose, dans les textes on le dit, il est sorti de lui-même. C'est-à-dire dans le Nun, Atum, il va sortir. Mais il va sortir comment? Par rapport à sa force agissante. De lui-même, il s'est créé. Et c'est là que le cas intervient. C'est sa force agissante. C'est ce qu'on va appeler le Big Bang. Les scientifiques de maintenant, ils vont dire qu'il y avait une matière. Et après, les parties élémentaires, les matières primordiales. Après, il y a eu l'explosion, c'est-à-dire le cas, la force agissante. Ouais, une condensation. Alors, ils disent que c'est une condensation et une explosion. Oui, et les éléments vont se mettre en place. Donc, c'est comme ça qu'on explique la création. Ce que je voulais dire, cet élément qu'on appelle l'océan primordial, il y a en science, on va parler de la théorie de plasma. Certains vont dire que ce serait du plasma, que l'univers est composé de 90% de plasma. D'autres vont dire que c'est de l'eau parce que le corps humain, tout ce qui existe comporte de l'eau. D'ailleurs, ils l'appellent aussi la matière noire. Ça reste quelque chose que, quand je regarde des documentaires, il y a des super documentaires sur Arte où ils expliquent les scientifiques d'ailleurs, et des vrais scientifiques, parce que les vrais scientifiques cherchent et on sent qu'ils ont l'enthousiasme de trouver quand ils n'ont pas encore trouvé, donc ils n'ont pas encore d'a priori. Et ils ont trouvé, pour l'instant, comme ils n'ont pas trouvé encore comment définir cette matière, ils ont appelé ça la matière noire. Mais ils disent que, en gros, l'univers est fait à 90% de matière noire et il ne s'agit pas d'atomes. Non. Il s'agit d'autre chose. Ouais. Donc, ce que la science découvre maintenant, en 2500, dans les textes des pyramides, c'était enseigné déjà cette théorie qu'on peut appeler la matière noire, le plasma, ce qu'on veut, quoi. Mais les anciens Égyptiens expliquaient déjà qu'il y avait cette matière primordiale. Et après, par sa force agissante, il y a eu le demiurge, le créateur, c'est-à-dire ce qui va permettre de faire la création, qui est sorti de cette matière, le Big Bang. Vous voyez, c'est conforme à la science. Et les éléments vont se mettre en place. C'est-à-dire l'humidité, le vent, le feu et la terre, les 4 éléments. Tout à fait. Qu'on retrouve chez aussi en Inde. C'est d'ailleurs ces éléments. Chez les Chinois, on va trouver le fer, le bois. Mais si on va au niveau de l'Inde, tamoul, et au niveau du Japon, les Japon ont gardé la même chose. Shisui Kafuku. Oui. Ça ressemble pas du Yoruba, mais bon, on faudrait qu'on fasse une autre émission pour parler des liens du Japon avec l'Afrique. Mais Chikif Kafuku, et ce sont exactement les mêmes éléments. Je voulais aussi juste avant de te laisser finir, que tu resitues, parce que tu as dit 2500 ans avant notre ère. Qu'est-ce que, comme repère, on va dire, au niveau civilisationnel, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il y avait À cette époque, on va prendre ce qu'on appelle les textes des pyramides. C'est-à-dire les premiers textes des pyramides qu'on retrouve, c'est à l'époque du pharaon qu'on va appeler Unas. D'accord. Et donc là, on est vers 2350. Ça dépend de la chronologie, puisque là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. La chronologie qu'on utilise est proposée par les Européens. D'accord.
Donc, il faut faire nos propres recherches au niveau de la chronologie. On a, par exemple, ce qu'on va parler du calendrier, ce qu'on va appeler les levées héliaques. Et donc, où en même temps, Sotis apparaît en même temps que le Nouvel An. Donc, on sait que ça a eu lieu en 139 et c'est quelque chose tous les 1461 années. Les éléments se remettent en place. Donc, on sait après, c'est 1321, 1322. Et après, on va arriver dans les années 2781, 782. D'accord? Et on sait que 1322-21 correspond au règne de Ramsès Ier. Donc, on voit déjà que si on prend l'astrologie qui est fiable, puisque c'est un cycle, il n'y a pas de décalage. Donc, on sait qu'entre 1321 1322, le pharaon Ramsès prend le pouvoir, Ramsès Ier. C'est-à-dire le père de Séti, qui lui-même est le père de Ramsès II. Donc, le grand-père de Ramsès II. Donc, maintenant, les égyptologues vont mettre son règne vers 1295-1300. Donc, on voit déjà, il y a une différence de pratiquement une génération entre les données archéologiques et la chronologie proposée par les égyptologues. Parce qu'il faut savoir, les égyptologues, quand ils vont faire une chronologie, il y a des années de corrégence où des pharaons vont régner en même temps que leurs fils pour les habituer au pouvoir, une période de transition. Donc, ils savent pas, est-ce qu'il faut des fois prendre les années de corrégence ou est-ce qu'il faut les mettre à la suite? D'accord. Par rapport à ça, si on va prendre même déjà la fondation de Rome, les données historiques, on a déjà 90 ans d'écart entre les différentes chronologies. Et c'est pourquoi que quand on va prendre le règne du premier pharaon Ménès, certains vont dire 3000, d'autres vont dire 3200. Donc, on a déjà une fourchette de 200 ans. D'accord. Est-ce que tu peux, par exemple, dans une autre contrée, par exemple en Asie, en Chine, dire qu'est-ce qui correspondrait à peu près à 2500 ans avant notre ère, ou dans ces eaux-là? Qu'est-ce que... ou ailleurs, en Asie, c'est ce qu'on appelle la civilisation de Mohenjo-Daro ou Harappa, qui se trouve sensiblement entre l'Inde et le Pakistan. C'est-à-dire que c'était une civilisation dravidienne avant que les Aryens arrivent. Donc, on a cette civilisation. On a aussi ce qu'on appelle les hiéroglyphes de Gosford en Australie. Donc, on sait qu'il y a eu des pharaons qui ont été, notamment Djedefre, à l'époque de Khufu et de Sénoufou. On a retrouvé leurs cartouches qui montrent qu'il y avait une relation maritime entre l'Afrique et l'Australie. Et ça explique aussi pourquoi on a retrouvé des boomerangs aussi bien en Australie que dans la tombe de Toutankhamon. Et en Inde aussi. Dans le sud de l'Inde aussi, c'est le rapport. De toute façon, pour quitter l'Afrique, aller en Australie, il faut passer en Inde. Il faut passer par l'Inde, on est d'accord. Et justement, ce qui est intéressant, si on part de l'autre côté, puisque la même chose, est-ce que moi j'avais appris que les momies étaient embaumées avec de la feuille de coca. Donc, est-ce qu'il y avait un rapport? On a retrouvé la feuille de coca dans certaines momies, notamment à l'époque de Ramsès. On a retrouvé ça, et puis aussi à l'époque des pharaons qu'on appelle les pharaons d'Éthiopienne, les pharaons éthiopiens, qu'on va appeler la 25e dynastie. Donc, il y a une chercheuse allemande qui a étudié au moins une dizaine de momies de cette époque et qui contenaient du tabac, de la nicotine. Donc, ce qui montre, étant donné qu'on dit que c'est une plante originaire d'Amérique, donc ça prouve que déjà à l'époque ramesside, il y avait une relation maritime entre l'Afrique et l'Amérique. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'apparaît aussi la civilisation Olmec. Vous voyez? Avec des têtes de Noirs, avec des pyramides. Donc, il y a suffisamment de preuves comme quoi les Noirs, ils voyageaient jusqu'en Amérique bien avant Christophe Colomb. D'accord. Et pareil pour les... est-ce que tu confirmes aussi pour les mines d'étain? Alors, on disait qu'il y avait des mines d'étain en Irlande, et apparemment, on aurait trouvé aussi, que ce soit en Irlande ou en Écosse, il y a un lien très étroit entre l'Égypte, la civilisation écossaise. Il y a des liens. Bon, personnellement, je n'ai pas étudié ces liens-là. Mais par contre, je peux vous donner un exemple au niveau de la linguistique. Par exemple, le signe qu'on va appeler le Eka, le bâton recourbé. Vous voyez? Donc, le squelette consonantique, c'est HK ou HG. C'est ça qui va donner le mot Ougan, Ogon. D'accord?
Parce que le pharaon, c'est aussi un prêtre, c'est un Hogan. Tout à fait. D'accord? Eh bien, le mot crochet, dans certaines langues africaines, on va dire ogo. Ben, en anglais, pour dire crochet, on va dire hook. Vous voyez, H2OK. C'est le même mot, le même squelette consonantique. Donc, c'est déjà un rapprochement linguistique. Il y a par exemple, pour dire le mot enfanté, femme, en bambana, on va dire mousseau. En anglais, on va dire miss, missis, le squelette consonantique, MS. Fils, frère, son. C'est fils en anglais, ouais. En anglais, et c'est frère en égyptien ou en copte. Vous voyez? Et le S. Donc, il y a beaucoup de rapprochements linguistiques entre les peuples saxons, l'Angleterre, tout ça. Donc, il y a des rapprochements, et comme j'ai dit, il y a de contact sans échange mutuel. De toute façon, on est d'accord. Donc, là-dessus, on est d'accord. Bon, là, on va revenir on revient à notre quatre éléments. Osiris, Isis, Seth, Nephti, et Osiris et Isis auraient eu Horus comme enfant. On va nous raconter une légende, par exemple, où Seth va découper en petits morceaux, 14 morceaux Osiris. Donc, les gens qui sont dans la superstition, ils vont imaginer un frère qui fabrique un cercueil, qui dit celui qui serait capable de rentrer dedans, il aura comme cadeau, et son frère, ça s'adapte à son frère, et là, il va, avec les complices, il va le découper en petits morceaux qu'il va éparpiller partout. Mais déjà, Osiris et Isis sont censés être jumeaux. Donc, évidemment, Seth pouvait rentrer aussi dans le cercueil. Oui. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Osiris, dans la traduction, c'est pas un homme. Osiris va représenter, je vous ai dit, on l'appelle le Kemhur, signifie l'Égypte, le Grand Noir. Là, dans cette version, parce qu'il faut savoir que c'est Plutarque qui nous raconte le mythe osirien, dans Isis et Osiris. Donc, c'est disons, le texte le plus complet. Dans les textes des pyramides, dans des choses comme ça, on fait allusion, mais on n'a pas trouvé en égyptien, que ce soit en écriture hiératique, en démotique ou en hiéroglyphe, on n'a pas retrouvé cette histoire de A jusqu'à Z. Il y a des passages. D'accord? Et quand on dit que Seth a découpé en petits morceaux Osiris, il faut savoir que Osiris, il a le nom de Kemhru, qui signifie le grand noir. À ce moment-là, Osiris représente quoi? Osiris représente simplement l'Égypte, qui sera découpée en provinces. C'est pour ça qu'on va dire qu'il a découpé en 14 morceaux. Parce qu'à ce moment-là, l'Égypte était divisée en 14 provinces. Mais par la suite, dans d'autres textes, on dit que, parce que l'Égypte s'était retrouvée à 42 provinces, on dit que chaque province avait un morceau du corps d'Osiris. C'était une façon de dire que l'Égypte était découpée en 42 morceaux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a découpé, c'est simplement le territoire égyptien qui a été coupé un moment en 14 morceaux, qu'on va commencer à parler de ça, et jusqu'à 42 morceaux. Après, il faut savoir que Osiris va représenter dans d'autres récits tout simplement le Nil. C'est pour ça qu'on va dire que Osiris, il est né dans la ville de Nicée, en Éthiopie. Nicée, il faut savoir, c'est le nom que portait le lac Victoria, Nyanza, qui signifie le début, le commencement. D'où ça, en swahili, qu'on va parler de Kwanzaa, les prémices, ce qui est au début. D'accord? Et donc, le Nil, pour les anciens, prenait sa source dans ce lac-là pour aller se jeter, se noyer dans la mer Méditerranée. D'accord. Et dans ce cas, Osiris va représenter le Nil qui est né dans le lac Victoria et qui va se noyer dans la mer Méditerranée. La mer Méditerranée va représenter Seth. Vous voyez? C'est pour ça que Seth, c'est typhon, la tempête qui va s'écraser contre les récifs en Haute-Égypte. Et donc, le Nil va se noyer dans la mer Méditerranée. C'est pour ça que Osiris, on va l'appeler le noyé. Tout à fait. Vous voyez? Bon. Après, il faut savoir aussi que dans d'autres récits, je vous ai dit, Seth Kem, c'est la femme noire, c'est Isis. Donc,
Isis va, dans d'autres récits, représenter l'Égypte, la terre noire. C'est pour ça que c'est la Vierge noire. Donc, dans certains récits, c'est Osiris qui va représenter l'Égypte, la terre noire, et dans d'autres, c'est Isis. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire que Osiris va féconder Isis. Isis représente l'Égypte et Osiris va représenter le Nil. Le Nil, par son débordement, va féconder la terre noire. Et c'est ça qui va donner Horus. Déjà, au début, la terre sera dévastée, c'est-à-dire quand il y a l'inondation. Tout à fait. Donc, ça va être dévasté. C'est pour ça le nom de Horus, en égyptien, signifie le fait de détruire, de dévaster quelque chose. Et ça va, le squelette consonantique HR va donner le mot Haré qui signifie combattre, faire la guerre. On trouve ça en Peul, par exemple. Voyez? Donc, à tous les coups, dans les principes, on a toujours un principe masculin symbolisé par Wassar, parce que son vrai nom, c'est Wassar. Et le mot Wassar signifie disperser, éparpiller. On le retrouve en Wolof, en Sérère, etc. Mais en même temps, ça signifie l'abondance. Wassar, en Bambara. D'accord? Comme si on dispersez quelque chose, c'est que vous en avez en abondance. Des semences, bah oui. Oui. Et donc, Isis, par exemple, Seth, ça va être l'aspect masculin et Nephthys, ça va être l'aspect féminin. C'est-à-dire, le couple Osiris-Isis représentera le bien. L'aspect masculin, l'aspect féminin. C'est une force. Seth et Nephthys vont représenter l'aspect maléfique. Aussi bien côté positif que côté négatif. Ah, mais alors, sois précise là-dessus, parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière avec Mylène, justement, le côté que finalement, il n'y a pas de positif, ni de... Enfin, il n'y a pas de mal, de bien, tout est relatif. C'est-à-dire quand vous prenez le symbole du yin et du yang, dans le noir, il y a du blanc, dans le blanc, il y a du noir. Tout à fait. C'est exactement ça. Et là, vous voyez le couple censé représenter le bien, ils vont avoir une postérité. Ça veut dire que quand vous faites du bien, vous prospérez. Et le couple qui représente le mal n'a pas de prospérité. Le mal ne prospère pas. Le mal ne va pas triompher. Vous voyez? Même si Seth va triompher d'Osiris, mais le mal n'est pas appelé à triompher. Il n'a pas de vie éternelle. Oui. Comme le mensonge. C'est un peu le... Et donc, dans cette cosmogonie, on voit ce qui est enseigné, c'est de la science. C'est science et vie de la Terre. Mais comme aussi, je vous ai dit que Osiris va représenter le soleil, Isis va représenter la lune aussi. Et donc après, Plutarque va nous donner la correspondance entre ces différents dieux, entre guillemets, avec les planètes. Donc quand les Grecs sont venus en Égypte, ils ne sont pas venus prendre des recettes de superstition, ils sont venus apprendre de la science, c'est-à-dire l'astronomie. Est-ce que tu peux resituer au niveau temporel à quel moment les premiers étudiants? Ils vont arriver après la réforme, ce que j'appelle la réforme de Psamétique. C'est-à-dire Psamétique, c'est en 663 avant l'ère chrétienne, et c'est lui qui ouvre le temple. Parce qu'il faut mettre dans le contexte, quand la dynastie éthiopienne s'en est allée, il y a eu 12 rois, 12 princes qui se battaient pour le pouvoir. C'est la guerre des petits chefs. Comme ça existe un peu partout, tout le monde veut être chef, mais il doit y avoir qu'une personne. C'est un peu comme dans le film Highlander. Les Écossais. Et donc, il y a un pharaon qui s'appelle Psamétique, qui va faire une alliance avec des étrangers, avec des Grecs et des Phéniciens. Donc, il va embaucher des mercenaires. Et donc, ces gens-là, ils vont arriver en Égypte pour l'aider à prendre le pouvoir. Et en échange, il faut qu'il leur donne des titres de propriétaires terriens. Donc, il va donner des terres à des étrangers. Et en même temps, il ouvrira les portes des temples. Donc là, ils vont avoir aussi la connaissance, la fuite des cerveaux. Donc, tout le savoir égyptien va passer chez les Grecs et les Phéniciens à cette époque. Le miracle grec, donc c'est d'où le miracle grec.
C'est pour ça qu'on vous parle de théorème de Pythagore, Archimède, ça existait dans des papyrus, des fois 1000 ans avant leur naissance. Ils sont venus apprendre ça en Égypte. Et c'est justement à partir de ce moment-là, je vous ai dit que le pharaon samétique va donner des titres de propriété. Quand il y a eu les Hyksos qui sont arrivés, on pouvait les chasser parce qu'ils n'étaient pas propriétaires terriens. D'accord? Les Berbères sont arrivés, les peuples de la mer, on a pu les chasser aussi. Ils n'étaient pas propriétaires terriens. Les Éthiopiens, eux, ils étaient venus aider leurs frères et ils n'avaient pas pour politique de coloniser l'Égypte puisque c'était leurs enfants qui habitaient là. Donc, eux, ils sont venus les aider, après, ils sont retournés chez eux. Et d'ailleurs, le roi d'Éthiopie disait à Cambyse, réjouis-toi que Amon n'a pas mis dans le cœur des Éthiopiens d'aller conquérir des terres. Cambyse, c'est l'Iran, c'est ça, oui, hein? Oui, l'Iran, le Perse, oui, en 525 avant l'ère chrétienne. Donc, on voit bien que les Éthiopiens, ce n'étaient pas des conquérants de nature. Ils sont venus aider, comme les tirailleurs sénégalais sont venus aider la France. Ils ne sont pas venus coloniser la France. Après, ils sont retournés chez eux et jusqu'à maintenant, ils attendent d'être payés, entre guillemets. D'accord? Soit dit en passant. Oui. Et donc, les Éthiopiens, ils sont venus aider leurs frères égyptiens. Après, ils sont retournés. Et là, quand Samétique vient, il prend le pouvoir avec l'aide des mercenaires, des gens comme Bob Denard. Ils ont fait un coup d'État et en échange, il leur donne des titres de propriétaires terriens. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la première ville étrangère en Égypte, Naucratis, qui est une ville habitée par des Grecs. Donc maintenant, les Grecs, ils ont un pied-à-terre. Tous les étudiants grecs qui viennent étudier, ils passent à Naucratis où ils ont déjà leur ghetto. Ils ont des Grecs et à ce moment-là, il va y avoir une classe qu'on va appeler des interprètes. Parce que vu qu'il y a des étudiants, il faut des gens qui interprètent. Oui. Pour qu'ils puissent suivre en attendant d'apprendre la langue. Donc, il y aura la classe des interprètes. Et à ce moment-là, il va y avoir transfert de technologie vers la Grèce, vers les autres pays. D'accord? Et c'est à ce moment-là, je disais, que tout ça va s'opérer. D'accord. Donc là, et là, on ne pourra plus les chasser d'Égypte parce que maintenant, ils ont des titres de propriété. Ça devrait nous faire réfléchir aux Antilles, puisque certains Antillais trouvent préférable de vendre leur terrain à des Blancs plutôt qu'à des Noirs. Et c'est ces mêmes Antillais qui viennent pleurer en disant on ne peut plus aller se baigner sur la plage. Donc, oui, quand vous crachez en l'air, ça vous retombe dessus. Mais on dit celui qui ne connaît pas son histoire est appelé à la revivre. Ça veut dire que nous, on va prendre des décisions qui vont impacter sur nos enfants. Comme par exemple, à l'époque, Samétique, il a pris des décisions. Ces décisions ont impacté sur l'évolution du monde noir. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le déclin du monde noir a commencé. Donc, pourquoi pendant l'esclavage, il était interdit aux Noirs d'apprendre? Parce qu'on sait très bien que, bon, il n'y a pas de peuple supérieur ou inférieur. Ça veut dire que si on n'a pas les mêmes chances au départ, ben, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire, si vous prenez un enfant, qu'il soit noir, blanc ou jaune, vous le mettez dans les bonnes conditions, ben, il va exceller. Mais si vous privez d'études des gens pendant des siècles, ben, ça contribue à l'abrutissement de toute une génération, de tout un peuple. Et là, on se rend compte que... Si nos enfants, on préfère que nos enfants, par exemple, fassent de la musique, du sport plutôt que les études, après, il ne faut pas s'étonner. On aura des grands sportifs, des grands musiciens, mais on n'aura pas de savants, des physiciens. Les Grecs, c'est ça qu'ils sont venus apprendre en Égypte. Mais allez sur Wikipédia, tapez le nom de tous les Grecs, vous verrez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont appris la philosophie, l'astrologie, la mathématique, la géométrie. Avec la géométrie, tout ça, l'architecture, ben, ils ont fait des constructions. Mais nous, si nos enfants, ce sont des footballeurs, j'ai rien contre, hein, j'aime le football. Ça me fait plaisir de voir, comment il s'appelle, Mbappé, ça me fait plaisir de voir Neymar. Il joue très bien, ça me fait plaisir. Mais ils ne vont pas construire des HLM, des buildings. Ils vont pas faire la fusion nucléaire. Mais par contre, si on a des astrophysiciens, des gens comme ça, ils vont pouvoir étudier l'univers. On va pouvoir construire des satellites envoyés dans l'espace. On aura des gens qui vont travailler sur la bombe atomique aussi. Donc, on aura la force de dissuasion. Mais c'est-à-dire, si vous êtes une nation, vous avez tout ça, on vous respecte. Mais si vous avez que des chanteurs, des musiciens, tout ce qui est ludique, qui c'est qui va vous respecter?
Si dès que les hommes politiques débarquent aux Antilles, à l'aéroport, on les accueille en faisant du doudouisme, ben ils se disent non, on est au Club Med. Mais quand ils vont dans certains pays, ils sont accueillis, on dirait qu'ils vont dans un enterrement. Donc déjà, ils savent que c'est pas gagné d'avance. Ils disent, oh là là, c'est pas gagné d'avance et ils sont sérieux. Mais nous, dès qu'on les accueille, ils sont au Club Med et tout, ils vous prennent pas au sérieux. Je voulais aussi que tu finisses sur le côté, tu as parlé de temporalité tout à l'heure, tu as fait un travail énorme aussi alors que tu n'as pas dit que tu l'as fait, mais tu as restitué ou tu as, comment on pourrait parler de ce calendrier? Restituer le calendrier de nos ancêtres, ce qu'on appelle le calendrier nilotique. C'est-à-dire, en Afrique, par exemple, le nouvel an correspond à ce qu'on appelle la saison de pluie. Donc, cette saison de pluie en Éthiopie, à partir du solstice d'été, qui va causer l'inondation du Nil. Et donc, ça va être le point de départ. C'est-à-dire, le mot, par exemple, je vais prendre la langue bambara. Donc, pour dire l'année, on va dire san. Mais le mot signifie aussi pluie, le ciel. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on va observer le ciel, la saison d'inondation, la pluie, et c'est ça qui va donner le nouvel an. Le ciel avec l'étoile Sotis, d'accord? La saison de pluie, débordement du Nil, et c'est le calendrier. C'est ce calendrier que j'ai j'ai restitué. Je ne l'ai pas inventé puisqu'il existait déjà depuis Nabta Playa au moins. On a des observations là-dessus, au solstice d'été. Et après, il fallait aller dans la tombe de Sénémout, où on a les différents mois avec les saisons qu'on va retrouver plus par la suite et restituer ce calendrier. Donc, depuis le mois de mars 2020, ce calendrier est disponible. Donc, ça nous permet de voir les différentes cérémonies, à quelle époque, par rapport au calendrier grégorien, que nos ancêtres les faisaient. Voilà. Nos ancêtres, ils avaient 3 saisons. D'accord? Et les 3 saisons étaient composées de 4 mois, de 30 jours, ce qui fait 360. Et il y avait 5 jours épagomènes, c'est-à-dire supplémentaires. Justement, à un certain moment, vous voyez les 5 divinités ici, Osiris, Isis, Seth, Nephti et Horus, on avait consacré ces 5 jours supplémentaires à ces 5 divinités. Et donc, ça faisait 365 jours. Et donc, tous les 4 ans, ça prenait un jour d'écart. C'est la raison pour laquelle, au bout de 1461e année, ça revenait en place. C'est ça qui va donner l'année bissextile de 366 jours tous les 4 ans. D'accord. Et donc, c'est ce calendrier que j'ai restitué. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Vous faites des copier-coller. Vous allez sur la page de Pierre, que ce soit YouTube ou Facebook, comme il l'a dit, et déjà rien que là-dessus, vous allez apprendre pas mal de choses, parce que là déjà aujourd'hui, il nous a donné beaucoup. C'est vrai qu'on était parti sur 1 heure. À chaque fois, nous aussi, normalement, l'émission dure qu'1 heure. On arrive rarement à tenir sur 1 heure, mais là en particulier avec toi, même si tu as réussi à être concis et à nous donner un certain nombre d'éléments, que ce soit historique, théologique, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est un véritable cours de théologie avancée. Mais si vous regardez bien, vous avez compris ce qu'il a dit. Donc c'est pas un cours de théologie totalement incompréhensible. Il vous a donné matière et à réfléchir et à recherche. Là, le truc en fait, c'est ça, c'est que tu donnes des lignes directrices. Après, faut être chercheur et après faut être spécialisé. Toi, on va dire, c'est pratiquement ton activité à plein temps. Oui, et depuis une vingtaine, trentaine d'années, donc c'est évident qu'on va pas arriver au même résultat en faisant des recherches sur Internet, on est bien d'accord. Mais déjà, tu es un bel aiguillon et une belle boussole pour nous. Pour qu'on au moins... quand on fait la recherche, il faut aussi avoir des collaborateurs et des collaboratrices, parce que toutes les langues que je cite, j'ai des gens dont c'est la langue maternelle. C'est ça. Donc, des gens que je contacte, par exemple, la sœur Setkem, là, qui me donne beaucoup de mots dans sa langue maternelle, en bambana, dans d'autres langues. J'ai aussi des frères avec qui je travaille, un groupe de recherche, pour ne citer que le frère Diasso, par rapport aux langues baoulées, le frère Sobel-Dion par rapport au Sérère, le frère Makerou par rapport au Wolof, le frère Ogma par rapport aux langues tchadiques à Oussa, il y a le frère Maasai, il y a beaucoup, on est en train de toute une équipe.
Oui. Après, il y a les travaux aussi du professeur Adam Adramé. Enfin, je suis pas seul, quoi. Je Oui. consulte ce qui a été fait par d'autres aussi. C'est Donc, bien, c'est c'est bien. l'occasion de leur rendre hommage. Et c'est tout à ton honneur de dire que tout se fait en équipe et que c'est pas comme ça. Il y a pas. Tu diras bien que personne n'a été dans une grotte et a eu des révélations par un ange gardien. Est-ce que tu crois? Non, Parce non, que non. on nous vend souvent. On fait des recherches par rapport à ceux qui nous ont précédés. Par exemple, Champollion, c'est pas que la pierre de Rosette. Il y a des égyptologues qui l'ont précédé. Bien Donc, sûr. lui, il arrive, il a déjà plusieurs siècles de recherche qu'il va consulter. Donc, c'est Très pas bien. lui avec son petit génie en 20 ans qui a déchiffré les hiéroglyphes. Non, c'est clair. Donc, vous prenez par exemple même Einstein, sa théorie de la relativité, il y a eu des physiciens avant lui. Il a Bien sûr. consulté leurs travaux. Donc, c'est comme ça partout. C'est Tout à fait. comme une course 4 fois 100 mètres. Il y a des gens qui nous ont précédés et qui nous donnent le bâton témoin. C'est une course de relais. Celui qui est au départ ne sera pas à l'arrivée. Donc, ceux qui ont des problèmes d'ego, c'est le moment de laisser ça au placard. Voilà. J'ai mis le lien, les amis. Pierre Nilon, calendrier nilotique. Moi, je l'ai. Alors, j'aurais pu. Je l'ai. Tu me l'as fait parvenir. Et il trône sur mon piano. Et c'est intéressant parce que grâce à ça, en plus, je comprends encore mieux certaines choses de l'Inde, tamoul. Voilà. Là, aujourd'hui, je pense aussi que plein de personnes. On a parlé des Celtes, on a parlé des Indiens, on a parlé de l'Australie, on est dans l'universel, on a parlé de l'Amérique du Sud. Enfin voilà, vraiment, on retrace en parlant de l'Égypte antique, on parle en fait de l'histoire du monde. Ben, bien sûr, parce que Tout simplement. les anciens disaient que la sagesse, la connaissance vient d'Égypte. Donc, on voit ça dans le récit de Rwenamon. Et quand vous lisez par exemple Diodore, ils vont parler d'Osiris qui a été civilisé l'Asie. Mais Osiris représente l'Égypte. Donc, on va parler, en gros, derrière ce personnage éponyme, c'est le peuple égyptien qui a été jusque-là. Mais on aura l'occasion d'en parler. Voilà, je vous mens pas, hein, les amis. Hein. Moi, voilà, extraordinaire. Calendrier, fruit d'un travail énorme, parce que je peux vous dire, moi, j'aurais eu la flemme de le faire. Voilà, tout simplement. déjà de le faire. Déjà de le faire. De faire les recherches pour trouver les éléments. Et après de mettre ça, non, voilà. Donc, je rends hommage à Pierre et il peut nous faire l'honneur de revenir, ça Bien sera sûr. vraiment un plaisir parce que tu as bien vu, nous c'est l'abécédaire, donc on prend chaque lettre et l'alphabet. Ok, ben on aura l'occasion. Ce fut un Merci. plaisir. Merci Un grand beaucoup. honneur pour moi d'être avec vous. Chaque fois que Merci. je peux partager, on dit la connaissance, c'est la seule chose qu'on peut donner sans s'appauvrir. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est un plaisir. Merci à toi, merci à la famille de nous avoir prêté. Et merci à papa mes et- enfants surtout, parce que c'est Merci très à- difficile de merci les aux garder comme ça. Mais ils ont été super calmes, hein. Tu m'avais Oui, dit oui. que tu avais peur, tout ça. Donc merci à Je eux. ne peux pas en abuser de leur gentillesse. Voilà. Donc tu les remercies et tu leur remercies de nous avoir prêté papa. D'accord, il n'y a pas de souci. Et à très très vite. Ok, à très bientôt. À très bientôt. Ok. Donc voilà, hein, tu vois, Mylène, bon, tu vois, c'est Pierre. C'est un puits de science et C'est un- ouais. C'est- Guadeloupe c'est- nous présente encore sans être chauvin. et c'est quelqu'un qui est très connu dans les milieux, mais c'est quelqu'un de modeste. Bon, il est passé déjà sur Canal 10, donc Harold lui a consacré des émissions. Mais c'est quelqu'un de... En fait, lui, comme il me disait, lui, c'est un chercheur. Donc lui, il passe son temps à chercher. Dispenser du savoir, il le fait, mais dans un cadre professionnel. Mais le réseau, mettre des stories, Instagram, Facebook, c'est pas son truc, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu moins connu que plein d'autres. Mais c'est pour moi un des plus érudit et un des plus pointus en plus parce que voilà, il laisse rien au hasard et puis il cherche les significations dans d'autres langues. Enfin, moi, c'est une des personnes qui m'a initié et je vous parle de ça dans les années 2003, autour de 2003-2004. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je lui rends hommage parce que trop peu le font. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui se sont abreuvés de son savoir et qui aujourd'hui ne le rendent pas hommage. Et c'est quelque chose qui me plaît pas.
Donc moi, au lieu de pester contre l'obscurité, on allume la lumière. Donc j'allume une lumière, tu vois, et je l'invite et je vais l'aider à diffuser son savoir parce que et qui peut être utile à tout le monde, tu vois. Là, il restitue à la fois l'histoire des peuples noirs et en particulier plus précisément celui d'Afrique, même si c'est plus compliqué que ça. Mais il restitue à l'humanité. C'est un patrimoine mondial, c'est pas quelque chose spécifique aux Noirs.